Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette journée de l'écoute 2023. Merci d'être en grand nombre pour cette conférence offerte par Cécile Van de Velde sur la solitude au fil des âges de la vie. Nous allons passer ensemble 30 minutes. On va d'abord un petit peu parler du parcours de Madame Van de Velde, de ses travaux sur la solitude. On va faire le lien entre la solitude, les générations et l'écoute. Et à la fin de la rencontre, on aura un petit moment de questions-réponses. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'intégrer la notion de solitude à cette journée de l'écoute 2023? Il faut savoir qu'en fait, cette année, l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec a fait réaliser par un organisme tiers une grande étude d'impact qualitative qui avait pour mission d'évaluer l'effet de l'écoute sur les personnes qui appellent et l'effet de l'écoute sur les personnes qui répondent. Et ce qu'il est ressorti de cette étude, c'est que dans les principales raisons d'appel, les gens appellent pour briser leur solitude, pour briser de l'isolement. Et quand on est bénévole, c'est aussi une façon de briser son isolement ou sa solitude. Donc, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la ligne, l'écoute peut être une façon de briser sa solitude, de faire groupe, de contribuer à sa santé mentale, à son bien-être. Alors, l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec a pour mission de rassembler les centres d'écoute qui sont un peu partout dans la province. Il y en a 23. Parmi ces 23 centres d'écoute, il y a plus de 1000 écoutants bénévoles. On en a certains d'entre eux ici aujourd'hui pendant l'activité. Puis, tous ces bénévoles formés à l'écoute active permettent de répondre à plus de 150 000 appels. Cette année, je pense que même les statistiques sont montées à plus de 170 000 appels. Et donc, on se rend compte que l'écoute permet de nombreux bienfaits, notamment vis-à-vis de la solitude. Alors, pour nous parler de cette solitude, c'est quoi la solitude, comment elle évolue au cours de la vie, nous avons invité Cécile Van de Velde. Alors, Cécile, je vous donnerai la parole pour vous présenter en quelques mots, nous dire quel est votre parcours, et puis après, quels sont vos travaux autour de la solitude. Bah, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment extrêmement touchée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Personnellement, et puis j'aurai l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais je trouve que ce que font les centres d'écoute, c'est vraiment plein de sens. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité à partager un peu de mon expérience avec vous. Et puis, je suis très curieuse de la vôtre, à vous tous et toutes, votre expérience d'écoutant ou votre rapport à la question de solitude. Alors moi, de mon côté, donc je suis sociologue. Je travaille à l'Université de Montréal comme professeur et je travaille depuis quelques années sur la solitude, mais c'était pas mes premiers sujets. En fait, j'ai fait mes premières grandes enquêtes de sociologue. Donc à cette époque-là, j'étais à Paris sur les questions du devenir adulte. Devenir adulte en Europe, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui devenir adulte? J'ai écrit un livre dessus qui s'appelle justement Devenir adulte. Et lors de mes enquêtes que j'ai faites au Danemark, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, j'ai été très frappée, et c'est là où la question de la solitude est née pour moi. J'ai été très frappée, en fait, dans les récits de vie des jeunes adultes, il y avait beaucoup de solitude. Tout comme Marie-Julie, tu viens d'expliquer qu'en fait, la question de la solitude ressort des enquêtes de centres d'écoute. Moi, dans les récits de vie des jeunes adultes, j'avais beaucoup de solitude exprimée. Donc, ça a semé une petite graine que j'ai développée quelques années après. J'ai travaillé après sur les parcours de vie, les âges de la vie, et de plus en plus, donc j'ai la chance d'être à Montréal depuis 2015, à l'Université de Montréal. De plus en plus, j'oriente mes travaux sur deux grandes émotions, deux grands sentiments, la solitude, dont je vais parler plus aujourd'hui, et la colère sociale aussi. Et d'ailleurs, c'est parfois interrelié, mais ça, on pourra en discuter d'autres fois. Alors, si je peux parler peut-être un petit peu rapidement de ce que je fais sur la solitude. En réalité, au début, comme beaucoup, j'associais la solitude avec l'idée de l'isolement. C'est-à-dire que dans mes premières enquêtes, je croyais trouver des grands isolés de la vie, des personnes qui allaient être sans lien. Et peu à peu, j'ai compris que je faisais erreur, que la solitude est un sentiment invisible qui se crée également dans le lien. Pour donner quelques exemples, dès les premiers entretiens, il y avait une jeune femme, par exemple, qui dit: Je suis en couple, mais je suis seule.
Il y avait un autre professionnel, un cadre, qui dit, j'ai jamais été aussi entouré de ma vie, mais je me suis jamais senti aussi seule. Il y avait comme un paradoxe de la solitude, comme un sentiment invisible. Certes, il y a parfois des situations de grand isolement, mais en réalité, la solitude se loge dans le lien. Et alors, pourquoi? Pourquoi? Donc, j'ai commencé à comprendre, à essayer de comprendre comment on dit sa solitude et qu'est-ce que ça nous dit justement de ce sentiment. Donc, j'ai analysé les mots. Et dans ces mots, j'ai vu un fil directeur. Par exemple, pour vous donner des exemples d'entretien, que vous avez ces témoignages au jour le jour quand vous écoutez les individus, mais celle qui était en couple et qui se sentait seule, elle disait, mais en fait, j'ai le sentiment de ne pas exister pour lui. J'ai le sentiment de ne pas assez compter pour lui. D'autres disaient, par exemple, une solitude au travail en disant, je me sens complètement annulée, je me sens comme un fantôme, on ne me voit pas. Et en fait, j'ai peu à peu compris, en rassemblant tous ces mots de la solitude, que la solitude, ça a un rapport avec le fait d'exister, le fait de se sentir être pleinement, le fait de se sentir exister dans la vie et d'être soi. D'ailleurs, quand on voit les solitudes choisies, parce qu'il y a aussi des solitudes très positives. Une femme, par exemple, m'a déjà dit, je suis seule, je suis libre et c'est délicieux. Y a des sentiments de solitude positifs, et ces sentiments de solitude positifs, c'est quand on se sent pleinement soi, quand on se sent pleinement exister. Et quand on creuse à l'inverse la souffrance de la solitude, celle que vous entendez au jour le jour, là on voit que justement c'est le sentiment de ne pas exister suffisamment. C'est un sentiment d'inexistence. Et tous les mots de la solitude se rapportent à ça. C'est que la solitude, c'est pas uniquement le manque de lien. Parfois c'est le manque de lien, mais le plus souvent, c'est plutôt être dans des liens qui font mal, dans des liens qui ne sont pas considérés comme signifiants. Pourquoi? Parce qu'ils ne valident pas assez l'individu. Ils ne lui permettent pas de se sentir exister pleinement. Et donc, en fait, la solitude, et en lisant d'autres aussi en psychologie, en sociologie, peu à peu, on est d'accord, les auteurs et les chercheurs sur la solitude, pour dire qu'au fond, la solitude, il faut la comprendre comme un sentiment d'inexistence. Mais ce sentiment d'inexistence, de ne pas exister assez, il peut s'exercer dans différentes sphères de la vie. Et c'est là où on va, en sociologie par exemple, parce que la solitude, c'est un sentiment très multiple, très complexe à attraper. Alors, on va faire un peu des catégories, c'est pas forcément l'idéal, mais on va essayer de dénouer un peu toutes ces situations de solitude. Et en fait, on découvre qu'on peut trouver trois grandes formes de solitude. On pourrait en dire plus, on pourrait en dire moins, c'est une façon de les nommer et de dénouer un peu toute cette complexité et tous ces mots de la solitude, toutes ces sources différentes de solitude. Et par exemple, donc si on revient à l'idée que la solitude, c'est un sentiment d'inexistence, c'est d'abord un sentiment d'inexistence qui peut s'exercer dans le face à soi. Je ne me sens pas assez moi-même. Et là, c'est ce qu'on appelle la solitude existentielle. C'est qu'on ne se sent pas exister suffisamment vis-à-vis de soi. C'est, par exemple, se sentir seul face à la vie, se sentir seul face à une grande bifurcation de vie, face à la mort. C'est l'idée justement de cette solitude existentielle, c'est quand on se sent un peu décalé par rapport à soi ou quand on se sent justement trop, trop face à soi dans certaines expériences de vie. Et par exemple, pendant la pandémie, il y avait certes de la solitude relationnelle, mais beaucoup de solitude existentielle. L'impression de se retrouver face à sa propre vie. On peut ne se sentir pas exister suffisamment aussi vis-à-vis des autres. Ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être par rapport à ses voisins, ça peut être par rapport à ses amis. Et là, c'est une solitude qu'on va davantage appeler relationnelle, la solitude vis-à-vis des autres. Et ce qui est intéressant dans cette solitude relationnelle, c'est qu'elle est très complexe. On peut parfois manquer de l'autre. Il peut être à côté de nous et on manque, il nous manque, cette personne nous manque, parce que justement, elle ne vient pas nous combler tous nos besoins de lien. Mais on peut aussi, c'est pas que le manque de lien, c'est aussi parfois le trop plein de liens. Donc peut-être vous, dans vos expériences d'écoutant, vous entendez ça, mais il y a beaucoup de solitude relationnelle aussi, par exemple, dans les relations d'aide. Parce que parfois, on cherche tous ce juste équilibre. Parfois, on manque de liens, mais parfois, on en a trop. Et donc, dans les relations de soins, dans les relations d'aide, dans, par exemple, aussi les premiers âges de la parentalité, il arrive aussi qu'il y a un sentiment de solitude lié à d'être complètement dilué, absorbé dans le rapport à l'autre, dans l'excès de lien. Donc cette solitude relationnelle, elle est très ambiguë. On est tous un peu comme des funambules à trouver le juste équilibre, et la solitude, elle va se loger parfois dans le manque de lien ou parfois dans le trop plein de liens. Et enfin, on peut se sentir, et là je vais citer quelqu'un qui dit « je suis seul au monde ».
Quand on se sent seul au monde, c'est on se sent seul c'est pas face à des autres. Parfois, on est comblé par les liens qu'on a au quotidien. Mais on se sent quand même seul. C'est là la complexité de la solitude. Et c'est aussi parce qu'on peut ressentir une solitude sociale, une solitude vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde. On se sent décalé, on peut se sentir inutile, on peut se sentir méprisé, on peut se sentir rejeté par la société. Et là, il peut y avoir une solitude sociale, elle peut être individuelle, elle peut être parfois collective, on se sent rejeté en tant que groupe, on se sent seul ensemble. Et donc là, il y a une troisième forme de solitude, le fait de se sentir seul au monde, décalé, pas dans le flux, inutile, et c'est cette solitude sociale. Et en fait, on connaît tous un peu chacune de ces formes de la solitude, mais souvent, elles restent un peu partielles, c'est-à-dire qu'on en connaît une plus forte, on va avoir une solitude existentielle, par exemple lors d'un grand choix de vie, et souvent, ça reste partiel parce que les autres pans de la vie permettent qu'on ne se sente pas totalement seul. Ce qui est très dur, et ce que vous devez sans doute entendre dans vos expériences d'écoute, c'est quand les trois formes de solitude se cumulent. Donc la solitude sociale, la solitude existentielle, la solitude relationnelle. Et là, c'est des solitudes qui vont être totales, qui vont être, par exemple, une jeune femme qui était sans abri m'a dit, mais la solitude, c'est moi, je suis solitude. C'est parce que justement, il y avait toutes ces formes de solitude qui se cumulaient. Et c'est là où il y a la souffrance la plus douloureuse. C'est là où effectivement, on arrive à des besoins d'aide urgente quand la solitude absorbe l'entièreté de l'être. Alors, pour aller un peu plus vite, je suis désolée, je suis peut-être trop bavarde là, mais pour continuer aussi Il sur... ne faut pas aller plus vite. Continuez comme ça, Ah c'est bon, parfait. ok. On boit vos paroles. Alors, alors donc on connaît tous ces trois formes de solitude, mais pour autant, elles vont prendre des formes différentes selon les âges de la vie. Alors, on sait que, et on s'interroge, c'est que depuis les années 70, si on regarde, alors les indicateurs, bien sûr, ça ne dit pas tout, parce que c'est dur de mesurer la solitude et c'est dur de mesurer le sentiment de solitude dans la société, mais dans les enquêtes qu'on a, au niveau international, on voit quand même les sentiments de solitude monter depuis les années 70. Alors, pourquoi ça? Il y a bien sûr plusieurs facteurs. On est dans des vies plus longues, déjà, on est dans des vies plus mobiles, et on sait que la solitude, elle se loge souvent dans les transitions de vie. Donc, par exemple, si on se sépare plus, il va y avoir dans les situations de divorce plus de sentiments de solitude. On migre plus, on change plus d'endroit, de pays ou de ville, on déménage davantage par rapport aux vies précédentes qui étaient un peu plus linéaires, un peu plus stables, ce qui fait qu'on va rompre des liens, on va en nouer des autres. Et dans ces situations de transition, dans des vies plus mobiles, on a davantage de solitude. On a aussi des vies plus individualisées, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins dans un schéma d'une vie qui nous était héritée, avec un métier qui nous aurait été hérité de parents à enfants, de plus en plus dans des vies à construire, et donc des vies plus individualisées, et ce qui accroît potentiellement le sentiment de solitude. Mais ce qu'on voit, donc ça augmente, effectivement. Il y a aussi la question du numérique, on pourra en parler sur les jeunes, justement, pas uniquement, mais il y a quand même des différences, même si on connaît les trois formes de solitude, chacun et chacune d'entre nous tout au long de notre vie, on voit des dominantes. On voit des dominantes dans les mots de la solitude, dans les sources de solitude. Alors, ça reste un petit peu arbitraire de les séparer par âge, mais ça permet quand même de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, pour pas être trop longue sur cette question, j'ai séparé en trois âges. Alors, c'est un peu arbitraire parce que c'est plus complexe que ça. Mais les solitudes du devenir adulte, on voit la solitude augmenter très fort au niveau des adolescents et adolescentes et au niveau des jeunes adultes. Même maintenant, on associe toujours la solitude avec les aînés, la solitude avec le vieillissement. C'est un peu l'imaginaire qu'on a. Quand on dit solitude, on va vite associer aux questions de fin de vie, on va vite associer aux questions de vieillissement. Et au Québec, au Canada, au Japon, tout en Europe, aux États-Unis, la solitude des jeunes vient de surpasser, même si on peut critiquer les indicateurs, mais en tout cas sur plusieurs indicateurs, la solitude des jeunes vient de dépasser celle des aînés. Maintenant, la solitude a descendu les âges peu à peu, et la solitude du devenir adulte sont aujourd'hui les plus prégnantes, même si elles s'installent moins dans le temps, on peut les réparer. Il y a quand même une forte question sociale de la solitude des jeunes. Elle s'est révélée pendant la pandémie, mais elle date d'avant. Déjà avant, on voyait la solitude des jeunes augmenter très fortement. Alors, quelle forme de solitude ça correspond? En réalité, il faut voir aussi qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte aujourd'hui. Devenir adulte, c'est s'émanciper de ses parents avec une très forte importance des pères, P-A-I-R-S. On quitte les pères, P-E-R-E-S, mais on va vers les pères, P-A-I-R-S.
et une norme de construction de relations amicales et amoureuses. Ce qui fait qu'on est dans une mouvance, une mobilité des liens. Et la solitude se loge énormément dans cette transition de vie du côté des liens. Parce que ça veut dire qu'il faut faire des rencontres. Et quand on n'en fait pas, c'est difficile. Ou ces rencontres peuvent être parfois extrêmement pressurisantes sur les individus. Les premières amours, c'est aussi les premières séparations qui sont extrêmement douloureuses sur les questions de solitude. Et donc, il y a toute cette question de lien. Et avec la pandémie et aussi le numérique, la question de la connexion augmente. C'est arrivé du Japon, où ils avaient vu depuis il y a quelques années le phénomène hikikomori, c'est-à-dire un phénomène de jeunes qui peu à peu se sentent un peu protégés par les liens numériques. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Souvent, ils ont une communauté en ligne, mais qui peu à peu, pour qui la rencontre physique devient de plus en plus difficile. Et on voit ce phénomène au niveau des jeunes aussi qui a été accentué par la pandémie. Certains jeunes ont pu rapidement retrouver leurs liens d'auparavant, mais d'autres ont eu beaucoup de difficultés pour ce retour à la connexion vers l'autre, à la connexion notamment physique, et cette difficulté de la rencontre physique. Donc le numérique est très ambigu. Il permet certains liens, mais il rend difficile la première rencontre. Or, les jeunes, c'est un âge de la première rencontre, et c'est vrai que pour certains plus introvertis ou qui sont beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'opportunités de rencontres, il peut y avoir des solitudes très prolongées liées à cette période d'émancipation. Mais c'est aussi, et ça c'est très important, la solitude des choix de vie. C'est une période où il y a beaucoup de pression sociale, il y a beaucoup de compétition et il y a beaucoup de solitude, donc non pas uniquement relationnelle, mais existentielle chez les jeunes aujourd'hui. Et moi, je l'entends extrêmement fort dans les récits de vie. C'est ce qui ressort le plus, même plus que celle des liens, parce qu'ils arrivent à trouver finalement un équilibre, même s'il y a des situations d'isolement difficiles, la solitude de la pression sociale, choisir sa vie. Choisir sa vie, ça veut dire ce vertige d'être face à l'avenir et d'être responsable de soi. Et ça fait un retour vers soi qui est souvent très difficile à vivre avec des problèmes de santé mentale, parfois de l'incorporation, de cette difficulté du choix de vie, de cette difficulté de vite réussir sa vie alors qu'on est jeune. Et la solitude du choix de vie, la solitude existentielle de cette période où on se sent un petit peu en définition de soi, elle est très importante. Et il faut rajouter un vécu de pression parentale et un vécu de pression sociale à l'école qui fait que parfois, on est dans des solitudes qui sont effectivement très existentielles face à cette difficulté. Je vais aller un petit peu plus vite pour les solitudes du milieu de vie. Alors, c'est davantage des solitudes justement de responsabilité et d'échec. Le trop plein de responsabilités, comme je disais déjà tout à l'heure, et donc à la limite, on manque de temps pour soi. Et la solitude de l'échec, donc en fait, là, on est davantage dans l'échec, c'est aussi se sentir d'avoir ne pas avoir répondu aux attentes, donc se sentir différent aussi. Ça qui sont assez présentes en milieu de vie, mais on trouve beaucoup de solitude de transition de vie. C'est-à-dire que les milieux de vie maintenant sont plus très stables. Ils sont marqués par des divorces, par des migrations, par des changements d'emploi de plus en plus fréquents. Et dans ces transitions de vie, on voit que même si les solitudes, il y a des chocs de solitude, ce qu'on appelle en sociologie. Après, ça s'apprivoise. C'est-à-dire que les individus retrouvent finalement un équilibre, mais dans ces transitions de vie, souvent, ça va toucher les autres sphères. On va avoir une transition au travail, mais qui va toucher d'autres sphères de la vie. Et là, la solitude va se loger de façon assez forte. Solitude des deuils aussi, bien sûr, qui arrive là au moment du milieu de vie. Et enfin, les solitudes du vieillissement, elles sont beaucoup plus... alors, bien sûr, il y a la question d'isolement, mais paradoxalement, je ne sais pas si c'est votre expérience d'écoutant, mais les solitudes de l'isolement, elles s'apprivoisent, justement. Au bout d'un moment, il y a une structure du quotidien, il y a un équilibre qui se trouve dans l'isolement, qui permet de tenir, parce que ce n'est pas des solitudes tabous. Les individus apprennent à apprivoiser leur solitude parce qu'ils savent qu'au moment de vieillir, il vont y avoir un peu moins de liens. Et ce que je trouve le plus prégnant, c'est les solitudes plus sociales, celle de se sentir inutile. J'entends justement l'idée de ne plus compter pour la société. J'entends beaucoup l'idée que la présence de la personne n'aurait plus de valeur aux yeux des autres. Et donc beaucoup de sentiments d'être inutile, de sentiments, par exemple, j'entends le mot qu'on pourrait m'effacer, ça ne changerait rien. J'entends l'idée d'être un fantôme. Et donc là, les solitudes du vieillissement sont beaucoup liées au manque de participation sociale et plutôt qu'à la douleur de l'isolement, même si elle est présente, mais c'est surtout l'inutilité et la solitude sociale qui dominent. Voilà. C'est fascinant. Là, j'ai l'impression qu'on est monté sur le dos d'un cheval au galop. Ah, pardon, On j'étais entend peut-être trop dans rapide. votre partage que l'écoute
est un outil indispensable. Donc, avant de faire le lien entre l'écoute et la solitude, j'aimerais que vous nous partagiez un petit peu, Cécile, quelle est la place de l'écoute dans votre travail de sociologue et de chercheuse? Alors, pour moi, c'est central parce qu'en fait, en tant que sociologue, ce qu'on fait, c'est que on recueille la parole et les histoires de vie et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait résonance entre eux et puis qu'est-ce qui est différent aussi, qu'est-ce qui est particulier à chaque situation sociale. Et donc, pour moi, l'écoute, c'est absolument central et je trouve ça absolument magique. De pouvoir créer cet espace-temps, cette rencontre. Et ce qui est pour moi très touchant, c'est que c'est souvent des rencontres improbables. Et j'imagine cette expérience, les écoutants la partage, des rencontres que on n'aurait pas, qui n'étaient pas attendues dans notre propre parcours de vie. Et finalement, on suscite un espace-temps où on va créer une passerelle humaine et on va se rendre disponible à l'histoire de vie des autres. Et donc finalement, moi, je me sens très proche dans mon métier de l'expérience d'écoutant-écoutante. C'est pour ça que je suis très touchée d'être aujourd'hui ici, parce que c'est justement accepter de se rendre disponible à la parole de l'autre. Je trouve que c'est un acte profondément humain et donc pour moi c'est tout à fait central. Mais il y a des défis. Ce qui est dur pour moi, par exemple, c'est la réciprocité. Je voudrais être à la hauteur de la confidence qu'on me fait. Je voudrais être à la hauteur de la parole qu'on m'offre, la vie qu'on me livre. Et donc, pour moi, j'essaie de mettre des petites bulles de réciprocité dans les échanges, mais c'est pas toujours évident. Des fois, je me sens un peu comme une voleuse. Et ce qui est dur pour moi aussi, c'est les au revoir. Je ne sais pas si vous avez ça en tant qu'écoutant, mais de refermer la parole. Quand l'individu nous a livré sa souffrance, comment dire au revoir sans laisser la personne avec toute sa souffrance ouverte, comme si on a ouvert une boîte c'est ouverte. Et donc pour moi, c'est important. Peu à peu, j'ai développé des outils qui m'aident à respecter la parole de l'autre de plus en plus, même si je crois que j'ai toujours à apprendre, mais de refermer la boîte par comme en anglais, du small talk, par des petites paroles pour que la personne puisse partir en ayant refermé un petit Oui. peu la boîte de sa souffrance. Mm. Voilà, ça, c'est des petits défis que je rencontre au quotidien. Mais pour moi, l'écoute, c'est absolument central. Et je suis très reconnaissante de toutes les personnes qui se livrent à moi et qui acceptent, parce que l'écoute, il n'y a pas d'écoute sans acte de parole, sans prise de parole, qui acceptent de prendre la parole pour échanger avec moi. Donc, Mhm. oui. Wow. Puis ça fait vraiment le lien avec la première conférence qu'on a eue ce matin. Ce matin, c'était Madame Marie Laberge qui a écrit un livre Ah sur oui. l'art de l'écoute. Et il y a un chapitre spécifiquement sur terminer un moment d'écoute. Ah, il Donc, faut que je lise. c'est une vingtaine de chapitres, puis c'est très pratico-pratique et très humain, avec beaucoup d'exemples. Je vous inviterai à regarder toutes et tous l'enregistrement si vous n'avez pas eu l'occasion. Puis ben maintenant, Cécile, ce serait vraiment fabuleux de vous entendre sur ce lien solitude et écoute. Quels sont les liens? Alors, bah oui, moi je trouve que l'écoute, ce que vous faites au centre d'écoute téléphonique du Québec, c'est absolument central, fondamental, essentiel, et c'est une des formes de lutte contre la solitude. Il y en a d'autres, je peux en parler rapidement, mais celle de l'écoute, pour moi, elle me semble absolument contemporaine, parce que justement, c'est aujourd'hui dans les vies qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, on n'a pas toujours même si on a des proches, on n'a pas toujours la faculté ou la possibilité de livrer sa souffrance et de se livrer à d'autres. Ils peuvent parfois, notre situation est tellement dure qu'ils peuvent pas nous entendre. Parfois, la solitude ou la souffrance qu'on a, elle est taboue. Et donc, d'avoir ces tiers espaces, un espace-temps de disponibilité pour ouvrir l'écoute et faire cette passerelle, je trouve ça tout à fait central dans la lutte contre la solitude. Cette possibilité d'une écoute anonyme, libre. Et ce que j'entends beaucoup dans les solitudes d'aujourd'hui, c'est justement dans cette difficulté à exister, c'est la difficulté à être validé comme humain. Il y a beaucoup de métaphores, par exemple, de se sentir pas assez humain à cause de cette souffrance de la solitude. Et donc là, pour moi, il y a une restauration d'humanité dans l'écoute qui est offerte. Une écoute anonyme, libre. Et j'entends aussi beaucoup la demande d'avoir un témoin à sa vie. Beaucoup de solitudes sont liées au fait que, par exemple, il n'y a personne qui nous attend à la maison pour écouter la journée, pour écouter ce qu'on a à dire. Et en fait, l'idée d'un témoin régulier à notre existence, par exemple le fait qu'on puisse appeler, mais qu'on puisse réappeler, je trouve ça extrêmement important et très porteur de sens.
parce que justement, je sens ce qui manque dans les paroles de solitude que je recueille, c'est ce lien régulier et ce témoin régulier à notre existence, d'être validé dans notre expérience et de pouvoir avoir une résonance d'expérience. Donc quelqu'un qui, au bout du fil, puisse être dans un acte d'écoute, justement, et faire cette passerelle humaine et rendre notre humanité. Alors, l'écoute, c'est un des espaces. Aujourd'hui, j'ai vu aussi que de plus en plus se développent face à la solitude, donc des écoutes téléphoniques comme les centres d'écoute du Québec, aussi des espaces physiques où ça reste anonyme, mais c'est un face-à-face plutôt que médié par téléphone. De plus en plus, il y a d'autres formes de lutte qui sont en train de se développer. Montréal est une ville, par exemple, dans le monde, hein. Alors aussi au Québec en général, c'est très actif sur les questions de solitude. Il y a un taux au Canada et au Québec qui sont assez élevés en termes de solitude par rapport à d'autres pays, pas autant qu'au Japon, qui a créé un ministère de la solitude, mais quand même, il y a beaucoup de dynamique face à cette solitude. Et on peut écouter, mais on peut aussi rassembler. Et là, ça va être plus tous les organismes qui mettent en réseau, qui créent des dîners, des fêtes de voisinage, des cafés sociaux, des tiers-espaces, voilà, pour que les gens puissent se rencontrer physiquement. Donc, ce n'est pas une écoute active, c'est se retirer, mais créer les conditions du rassemblement des individus entre eux. Ça se fait beaucoup dans les quartiers, mais il y a aussi essayer de rejoindre. Donc là, c'est par exemple face aux canicules, ça s'est développé face aux canicules à l'origine, et à tous ces décès qui étaient davantage chez les gens très isolés. Et de plus en plus, on voit à Montréal, à Québec, dans d'autres villes du Québec, se développer des systèmes de veille pour rejoindre les plus isolés, les plus égarés de la vie, par des systèmes de porte-à-porte. Alors, c'est très coûteux en temps, c'est très exigeant, mais ça se fait aussi. Des veilles de proximité par les coiffeurs, les épiceries, pour vérifier que les personnes soient encore là, parce que parfois, il y a des phénomènes justement de disparition sans qu'on les voit. Il y a aussi des associations qui tentent de soutenir. Et là, c'est plus par rapport aux solitudes, notamment migrantes. Les immigrants qui arrivent, il y a des très fortes solitudes immigrantes au moment de l'arrivée, et donc là, aide aux démarches administratives, des accompagnements. Et enfin, et là on voit que ça se développe beaucoup aussi, l'idée de faire participer à la vie de la cité. Donc l'idée qu'on est seul, mais on peut agir en faisant des activités ensemble, donc par le bénévolat, des activités communautaires, les jardins aussi communautaires, etc. Et donc ça, pour moi, l'écoute reste centrale comme moyen parce que ça offre cette liberté et cet acte de la parole qui fait que les souffrances sont souvent incorporées, sédimentées dans la vie. Et donc l'acte de parole permet de assimiler aussi ce qu'on vit, de mettre en mots. Donc ça reste central, même s'il y a d'autres liens. Wow, fascinant. Il est déjà 14 heures, alors on va avoir la possibilité de poursuivre dans un temps de questions-réponses. On peut, je vous invite à les écrire d'abord dans le chat, puis ça va nous permettre de voir les différentes questions. Moi, je vais me permettre un tout petit mot de clôture sur ces 30 minutes. On va couper l'enregistrement et puis on va pouvoir continuer un petit quart d'heure ensemble. Donc, à nouveau, ben, merci à toutes les personnes qui ont choisi de participer à la journée de l'écoute aujourd'hui avec nous. Merci à vous, Madame Van de Velde, pour ce partage passionnant, vos travaux, votre démarche, vos trouvailles. C'était vraiment présenté de façon éloquente. Puis, je trouve qu'on peut bien saisir un savoir scientifique qui est remis au cœur de la communauté des individus. Ah Je bon. trouve que c'est pris comme Merci ça. beaucoup et merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Et puis, j'ai aussi envie de dire que la journée de l'écoute, ben, c'est chaque année, le 24 octobre. Cette année, on va poursuivre à 15 heures. Nous avons encore une très belle conférence offerte par Anne Bourassa, qui est la créatrice des jeux à l'écoute. Euh, cette journée de l'écoute, elle est portée par l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Si jamais Pierre le souhaite, il pourrait vous donner un petit mot de remerciement, de clôture, avant de finaliser l'enregistrement et puis de rouvrir les questions-réponses hors antenne. Ben, je rajouterais, parce que j'ai tellement le goût de participer encore à l'échange, parce qu'il y a tellement de petits pop-up qui me viennent là, dans tous les énoncés que vous avez mentionnés. Je trouve ça passionnant et ça éveille des souvenirs comme écoutant, mais comme aussi comme humain qui traverse des moments variables et que la solitude nous accompagne, je pense, à différents moments
Alors, je trouve ça passionnant. Merci à vous, merci aux participants, puis j'ai hâte à la deuxième partie. Excellent. Alors, je me permets de mettre dans le chat euh, le lien vers l'étude d'impact qui a été réalisée sur le travail des centres d'écoute, puis l'importance de l'écoute pour ceux qui écoutent et pour ceux qui reçoivent de l'écoute. Je vois aussi une participante qui demandait s'il y a eu des choses qui ont été écrites. Est-ce que, Cécile, ce serait opportun que je partage les deux articles que vous m'aviez Oui, il y a envoyés en aussi peut-être préparation? des entretiens pour la presse qui sont peut-être plus digestes que Mais oui, les articles scientifiques, malheureusement, il y en a en anglais. Ouais, voilà. Ouais. En fait, j'essaie, comme je travaille à la fois sur la colère et la solitude, pour l'instant, je suis en train de finir la colère, mais je prépare un livre sur la solitude. Et il va s'appeler Magnifique. peut-être Bonjour Solitude, d'ailleurs. Et voilà, je prépare un livre, mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore beaucoup publié. Voilà, mais je peux donner des liens d'interview, des choses comme Mais ça. ce qu'on Ok. fera certainement, c'est dans le courriel de remerciement, on enverra l'enregistrement de cette entrevue, puis on pourra envoyer quelques liens complémentaires. J'aimerais que vous mettiez dans le chat qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a touché dans cet exposé. Euh, je vois ici Lucie qui dit mon cerveau et mon cœur explosent, merci. Un peu plus haut, je voyais excellente intervenante. Madeleine, excellente présentation, tant de passion, de clarté et d'intelligence. Bravo, merci Oh, bon, Cécile. merci. Je suis touchée. Merci. Ensuite, Geneviève, elle avait mis le portrait que vous faites des jeunes adultes me rejoint tellement. Je cherche des outils pour pouvoir avoir une écoute adaptée. Ah, Euh, j'ai besoin d'outils pour aider les jeunes adultes qui vivent pour la première fois loin de la maison. Donc, ah oui. on fera le Ça, c'est lien. vrai que il y a à la fois dans le fait on oublie à quel point ça peut être vecteur de solitude, mais les premières émancipations, le premier départ de chez les parents, même si parfois c'est pour vivre pas si loin, mais c'est souvent vecteur de grande solitude. Voilà, c'est pas facile et en plus c'est pas tellement dissible parce la société attend que la personne, le jeune adulte, soit content, soit heureux de cette émancipation. Et donc parfois c'est des solitudes un petit peu tabous. Moi j'ai remarqué dans les entretiens ça arrive pas tout de suite, notamment chez les jeunes hommes qui ont peut-être parfois plus comme peut-être qu'il y a une norme de disabilité, enfin peut-être un tabou un peu plus fort sur le fait de se dire seul, que ça apparaît à la fin de l'entretien. C'est difficile à dire, difficile à Mm. assumer. Or, en fait, c'est des grandes solitudes. Et encore plus chez ceux qui vont migrer, qui vont changer de pays, où là, tout est remodelé, y compris le réseau amical, etc. Waouh. Il y a Ginette qui a bien aimé cette citation. L'écoute, c'est avoir un témoin à sa vie, avoir des témoins de son existence. Sur ces paroles-là, je vais terminer l'enregistrement, puis on va pouvoir revenir à un temps d'échange plus spontané. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette journée de l'écoute et je vous souhaite de très, très beaux moments d'écoute partagée.